Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à une autre capsule de Brochu en direct, encore avec Jean-Claude Pomerleau qui va venir nous parler du conflit en Ukraine. Écoutez, avec Jean-Claude, ça fait plus d'1 an qu'on observe tout ce qui se passe concernant l'Ukraine. Et au moment même, je me rappelle, à même date, c'est-à-dire le 24 février 2022, Jean-Claude Pomerleau faisait paraître dans Vigile Québec, le basculement du monde a commencé. Alors, on a été les premiers à vous le dire, c'est pas juste une guerre qui concerne la Russie et l'Ukraine, mais c'est un basculement du monde qu'on va assister. Alors, Jean-Claude, dans cet article-là, met toutes les connaissances pour nous faire bien comprendre le phénomène. Alors, Jean-Claude, salut, comment ça va? Salut, ça va bien. Salut tout le monde. Eh bien, oui, regarde, on observait la situation juste avant février de 2022. Et puis, quand c'est que les Russes ont rentré, moi, j'ai publié un texte, des notes très rapides sur la situation pour dire, grosso modo, que c'est le déclencheur d'un basculement du monde et que cet événement-là était prévisible et évitable. Et donc, on revient au coup d'État de 2014 que les néocons américains ont orchestré en Ukraine et qui visait la Russie. Et donc, à ce moment-là, l'armée ukrainienne a tenté de faire le nettoyage ethnique des russophones du Donbass pour arriver à la frontière russe et provoquer les Russes pour rentrer. Et donc, à partant de là, arriver à déclencher des sanctions et une guerre économique. En 2014, ça n'a pas réussi parce que la résistance de la milice du Donbass a fait que l'armée ukrainienne ne pouvait pas réussir cette opération-là. Et donc, on est arrivé avec les accords de Minsk, les deux accords 2014-2015 ont comme figé le conflit. Et puis, on a appris dernièrement que ces accords-là avaient été signés, en fait, pour permettre à l'armée ukrainienne d'être équipée, mis à niveau des standards de l'OTAN, etc., pour éventuellement en arriver à l'objectif du départ, qui était de rentrer dans le Donbass, nettoyer la population russophone, puis arriver à la frontière de la Russie et provoquer l'entrée de la Russie en Ukraine et donc le déclenchement des sanctions et la guerre économique, tout ça dans l'objectif de servir les intérêts américains. On ne va pas aborder ça maintenant, on l'a déjà abordé. En 2016, Obama était au pouvoir. Et puis, à ce moment-là, la situation paraissait apaisée. Et donc, lui, il voyait que les néocons, en fait, visaient une provocation de la Russie. Et donc, dans une interview en 2016 dans le journal The Atlantic, Obama dit que la Russie a la domination de l'escalade en Ukraine. La domination de l'escalade, il va dire, et ça va toujours être le cas, et il n'y a rien qu'on peut faire. Alors lui, il a évalué les rapports de force. Donc, l'erreur pour revenir au texte, juste sur un paragraphe de mon texte de 2014, l'erreur, c'était prévisible et évitable. Il suffisait de reconnaître les intérêts des partis dont les garanties de sécurité jugées vitales par la Russie et évaluer correctement les rapports de force en présence, ce que les Américains n'ont pas su faire de toute évidence. Donc, Obama, en 2016, lui, il a évalué correctement le rapport de force là. Il dit, gars, si vous continuez, vous allez chercher à provoquer la Russie, entrer dans un conflit sur ce théâtre d'opération-là, ils ont la capacité de dominer au niveau de l'escalade. Okay. Donc, un an plus tard, on arrive à... là, on commence à comprendre, Jean-Claude. On commence à comprendre Obama, qu'est-ce qu'il disait, c'était que
il y a une différence dans les capacités d'escalade entre l'OTAN-Ukraine et la Russie. Et là, ceux qui font le bilan de ça, c'est le général américain Christopher Cavoli, qui est le commandant suprême en Europe des forces de l'OTAN. Il était dans une conférence en Suède lorsqu'il a dit ça. Il dit que NATO Alliance was not prepared to fight a large-scale ground war in Europe. L'OTAN n'était pas prête à mener une guerre de grande envergure sur le théâtre européen. Il dit « The scale of this war is out of proportion with all our recent thinking ». Il dit que cette guerre-là est hors de proportion par rapport à tout ce qu'il pouvait imaginer. Et que donc, l'OTAN, dans le développement de cette dynamique politique-là, du départ, n'a pas compris dans quoi ils s'engageaient. Ils ont été incapables d'évaluer les rapports de force en présence. Ça, c'est le commandant des forces, le commandant suprême des forces alliées qui dit ça. C'est pas n'importe qui. Okay? Donc, il faut comprendre que en géopolitique, les deux premiers principes, c'est où sont les intérêts des uns et des autres. Les intérêts des Russes ont été complètement ignorés sur la sécurité. Et quels sont appréciés correctement les rapports de force. Et là, lui, ce qu'il nous dit, le commandant suprême de l'OTAN, c'est qu'on n'a pas été capable de le faire. C'est ça. L'autre témoignage sur le bilan des rapports dans les capacités d'escalade entre l'OTAN, l'Ukraine et la Russie, c'est le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg. Il dit que à cause de l'Ukraine, l'OTAN fait face à an existential crisis. C'est lui qui le dit. Une crise existentielle. L'OTAN fait face à une crise existentielle parce qu'ils n'ont pas su évaluer les rapports de force en présence quand cette dynamique politique-là a été déclenchée. Il dit la logique, la réalité, il dit que la logique élémentaire, la réalité, c'est que en arrivant à l'été, the Ukrainian army will lose the ability to resist the Russian army. L'armée ukrainienne va avoir perdu sa capacité de résister à l'armée russe. C'est un autre constat sur l'évolution des rapports de force en présence dans ce conflit-là. Et ça, c'est le secrétaire général de l'OTAN qui nous le dit. On ne peut pas avoir mieux pour l'évaluer. L'autre, c'est Joseph Borrell, qui est, lui, le chef de la diplomatie européenne. Il dit lui écrit sur le fait qu'il y a une pénurie de munitions. C'est une question de semaine. Puis il conclut, il dit que l'Union forgot about classical war, qu'ils ont oublié c'était quoi une vraie guerre. Tout ce qu'ils ont fait, l'OTAN, c'est de s'engager dans des guerres d'expédition. Et avec une technologie pour le Blitzkrieg. Tu te souviens quand on parlait de la doctrine militaire, le Blitzkrieg des Ukrainiens, puis l'opération de profondeur des Russes? Ah oui. Oh, ben, là, il vient de se réveiller là-dessus. Là. OK? Donc, c'est ça. Mais ça, cette situation-là, critique, ils ne viennent pas de la découvrir cette semaine. Ça fait quelques mois que cette situation-là, le déficit dans la capacité d'escalade de suivre celle des Russes, est manifeste pour eux autres. Elle était manifeste, tu t'en souviens, avec le général Miley au mois de novembre, quand il était là en Ukraine, pour dire regarde, votre position présentement, là, c'est à peu près la meilleure que vous pouvez avoir pour négocier. Puis les chances que vous avez de reprendre des territoires, Crimée, etc. En clair, il disait, gars, oubliez ça. Ça, c'est Miley. Mais après ça,
c'est le chef des forces interarmes aux États-Unis. Donc, on voit que à l'automne, c'était clair que ce qui allait s'en venir, et eux, le Pentagone le savent, la CIA, le State Department, ils savent ça, là. Tu comprends? Peu importe toute la propagande qu'on peut nous faire, eux savent ça. Eux sont dans la réalité. Nous autres, on est dans la propagande. Et ça, Jean-Claude, ça fait longtemps que tu observes ça pour voir quand est-ce que le clash va arriver. Et là, je pense qu'on n'est pas loin, là. Oui, c'est ça. Parce que, et là, le problème, c'était que les Européens, certains pays, on pense à l'Allemagne, on pense à la France, probablement d'autres, aussi la Hongrie, ils se faisaient tirer à la manche pour amener des armes, des munitions pour que l'Ukraine se mette au niveau de la capacité d'escalade. Et donc, on est à l'automne. Et là, Zelensky va partir, va s'en aller rencontrer Biden à Washington le 21 décembre. Et là, on a fait une capsule là-dessus parce que Biden, dans un point de presse, après la rencontre, il est avec Zelensky à côté de lui. Et là, il y a une journaliste qui pose la question, pourquoi que finalement, il n'y a pas plus d'aide? Concrètement, parce qu'il annonce toujours des choses, mais c'est trop peu, trop tard. Alors, la question de la journaliste, c'est pourquoi que... Et là, Biden, il va sortir de son script. Là. Et là, il va dire... Là, on va rentrer dans la réalité. Il va dire que si il poussait le bouchon pour fournir plus de capacité d'escalade à l'Ukraine... Ça allait éclater. L'OTAN allait éclater. Break down. OK? Break up, c'est ça l'expression. Et l'Union européenne aussi. Et que donc, il était pris. Et il dit, j'ai passé des centaines d'heures pour convaincre les États européens, on pense à l'Allemagne, de demeurer solidaires dans l'effort de guerre, pour l'effort de guerre de l'Ukraine. OK? C'est ça. Il dit, au final, ils ne veulent pas d'une troisième guerre mondiale. Okay? Ça, c'est documenté dans la capsule qu'on a faite, l'OTAN au bord de la rupture, selon Biden. Okay? C'est ça le titre de la capsule. Donc, on a documenté ça. Et donc, le problème qui se pose là, c'est on voit les tensions à l'intérieur de l'OTAN. Il y en a qui veulent suivre, il y en a qui veulent aller jusqu'au bout. Et il y a deux groupes de pays, il y a, mettons, l'Allemagne, la France, et il y a les pays baltes en haut, l'OTAN, la Roumanie, etc., qui, eux, sont beaucoup plus volontaires pour aller jusqu'au bout. On voit la rupture qui commence à se dessiner. Donc, là, il va y avoir des négociations dont on n'a pas le contenu, mais qui mènent à la rencontre sur la base militaire américaine en Allemagne, à Ramstein, le 20 janvier. Et là, l'Allemagne va accepter de livrer des chars. Très peu. Mais donner le feu vert pour que d'autres qui en ont, les fameux léopards, de les livrer, etc. Et il y avait beaucoup d'enthousiasme pour des engagements sur papier, mais concrètement, avant que ça arrive au front, que ce soit opérationnel, avec les lignes de soutien logistique, etc. Regarde, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est encore trop peu, trop tard. Et là, arrive en janvier 2023, un rapport de la RAND Corporation. Comprendre que la RAND, c'est le groupe de réflexion lié au Pentagone le plus influent aux États-Unis. Eux autres, ils avaient publié un rapport en 2019 et puis qui donnait le scénario qui allait se développer jusqu'à la guerre en 2022. Et puis là, il changeait le cadre complètement. Parce que là, ce qu'il disait, c'est qu'il faut éviter une longue guerre. On a fait une capsule là-dessus.
Et le piège infernal, Ukraine, le piège infernal. Donc, on détaille plus là, je ne vais pas y revenir en long, mais grosso modo, ils disent que les États-Unis ont tiré le maximum de profit de cette guerre-là, puis s'engager dans une longue guerre, ce n'est pas les intérêts des Américains. Les intérêts des Américains ne coïncident pas nécessairement avec les intérêts de l'Ukraine et qu'il fallait penser à la Chine. Il fallait penser à la Chine. Donc, là, ce rapport-là de la RAND, nous, quand on avait fait la capsule, on se demandait, est-ce qu'ils ont vraiment une influence? Si oui, on va le voir dans le changement du narratif de certains médias. Et là, il est arrivé que là, eux autres sont ces médias-là étaient tous dans une propagande mur à mur, plus capables, déconnectés de la réalité. Mais là, arrive un peu de réalité. Et juste pour dire aux gens, c'est que nous, notre point de vue, c'est que pour mettre fin à la tragédie, la voie de passage, c'est d'écarter la propagande pour faire apparaître la réalité de la situation, une réalité que toutes les parties pourraient convenir que voici la situation, c'est ça. Puis à partir de là, imaginer des solutions pour mettre fin à la tragédie. OK? Alors donc, on est à ce moment-là, moi, je surveillais mon média français, tu sais, c'est pas mon habitude de passer mes journées sur ces médias-là, mais là, je vois apparaître, entre autres, l'ex-ambassadeur de la France à Washington, un gars qui est bien connecté et qui connaît sûrement la RAND Corporation, et lui, il vient dire, là, il pète la balloune de la propagande. Là, il va faire sauter un tabou. Il vient dire, pour régler ce conflit-là, va falloir que l'Ukraine fasse des concessions. On parle de concessions de territoire. Tu comprends? Et là, ça s'anime. Et depuis, à LCI, on a vu des reportages sur les difficultés de l'armée ukrainienne, etc. On commence à conditionner les esprits. Pourquoi? Parce que l'opinion publique, parce que la RAND, en dernier, disait dans son rapport de janvier 2021 que le problème, c'est qu'on vend de la propagande, grosso modo, depuis un an. Puis là, il faut dire aux gens, non, c'est pas tout à fait ça. Il faut les acclimater, les amener dans un contexte où, pour mettre fin à la guerre rapidement, dans les 6 mois, il faut que les opinions publiques aient été un peu reconditionnées pour dire, ah bon, mais finalement, c'est ça qu'il y a à faire pour sauver des vies humaines, etc. OK? Bon. Alors donc, ça, c'est la RAND qui est de janvier 2021. Et là, il y a une rencontre dans le même mois, et parce que la RAND termine son rapport en disant « Notre client principal, nous, les États-Unis, c'est la Chine. » Et que donc, la question, c'est est-ce qu'on peut mener 2 guerres? La guerre en Europe, la guerre contre la Chine, c'est une grosse commande, là. Parce que déjà là, on voit que dans les capacités d'escalade, ils ne sont pas capables de suivre le rythme sur le théâtre européen. Donc, et donc, puis ça risque de s'étendre, on va y venir à la fin, mais c'est très sérieux. La RAND et la Chine. Donc, il y a eu une rencontre des membres de l'OTAN pour justement se préparer à une stratégie pour mener 2 guerres. Puis cette rencontre-là, il y a un document secret qui était là, qui a été coulé à l'agence Bloomberg. Ça, c'est une agence américaine, c'est pas russe. Et le titre, c'est NATO Eye Fighting to War. L'OTAN regarde pour pouvoir combattre deux guerres. Et donc, pour faire ça, il demande que les membres soient préparés avec un plan national pour un engagement militaire futur. Ça, on parle des membres de l'OTAN qui se préparent un plan national pour un engagement militaire futur. Là, on ne parle plus de l'Ukraine, là. Hey. On parle de beaucoup plus large que ça, là. On parle de, mettons, un conflit de haute intensité en Europe, un conflit en Asie, OK? Et là, il y a un autre élément très important dans cette rencontre-là.
dans le document secret, confidentiel, qui est écoulé, c'est les États membres de l'OTAN doivent considérer mener des actions en dehors de la couverture de l'article 5. On répète que l'article 5, c'est l'article, les membres de l'OTAN, s'il y a un membre qui est attaqué, tous les autres membres doivent venir à sa défense. Mais là, les membres de l'OTAN vont avoir une capacité de s'engager dans un conflit en dehors d'un conflit qui toucherait un membre de l'OTAN. Autrement dit, ici, on prend l'OTAN, puis on en fait un instrument pour une guerre élargie dans toutes les directions. Et l'article 5, c'est important parce que je vais y revenir à la fin. Pourquoi ils ont fait ça? C'est parce qu'ils vont élargir le conflit. En tout cas, les perspectives sont là en dehors de l'Ukraine. Tu observes ça aussi, Jean-Claude, depuis longtemps que tu nous en parles, que ça risque de s'élargir et là, tu envoies les signes. Là. Bien, exactement ça. Parce que c'est un conflit entre la Russie et l'OTAN. C'est un conflit mondial au point de vue de la guerre économique, c'est certain, et au point de vue du conflit militaire, ça peut ouvrir très rapidement. Et d'ailleurs, il y a un scénario pour ça, et c'est en lien avec la visite de Biden en Pologne. Je vais y revenir un peu plus loin. Mais là, ce que prépare cette rencontre-là, Bloomberg, il a coulé le document. Quand ils disent les États membres de l'OTAN doivent se préparer à un conflit, un engagement militaire de grande envergure. Et donc, on comprend qu'ils sont en déficit d'armement. C'est criant. Là. Même les médias qui donnent dans la propagande sont obligés d'en parler. Là. On l'a vu avec les 3 déclarations au début de la capsule avec ceux qui dirigent l'OTAN. Okay? Donc, c'est eux autres qui le disent. Là. On a Erwan Castel disait « le roi est nu ». On s'aperçoit qu'ils sont vraiment pas prêts. Là. Oui, ils sont nus devant le général Hiver. OK? Voilà. Et donc, l'article 5 qui saute, ça veut dire que l'OTAN peut être, c'est plus un organisme de défense, mais c'est une force armée, l'ensemble de ce potentiel-là, qui peut frapper un peu dans toutes les directions, ce qu'ils ont déjà fait de toute façon. Mais là, on l'a clairement. Et donc, la préparation des États membres de l'OTAN de se faire une stratégie nationale d'engagement militaire, ça suppose quoi? Ça suppose que ce qu'on va voir à la conférence de Munich qui a suivi. Et donc, ce document-là de Bloomberg a été publié le 7 février. Il fait état d'une rencontre au mois de janvier. Donc, la conférence de Munich, qui a eu lieu là, en fin de semaine. Là, oui. Okay? Là, c'était cette conférence-là, on voit apparaître le plan américain pour l'Europe pour préparer 2 guerres. Et donc, dans l'allocution de la France, président Macron ou Scholz, chancelier allemand, là, ils font apparaître que ils comprennent que la Russie est dans une économie de guerre qui roule à plein, optimale, et qu'eux autres sont en train de chercher dans leur inventaire qu'est-ce qui traîne, qu'est-ce qui est brisé, qu'est-ce qu'il faudrait réparer, etc. Donc, il faut qu'ils se fassent un complexe industriel d'économie de guerre en Europe. Et ils ont eu à négocier probablement avec les Américains pour avoir une petite part du gâteau. Et là, dans les déclarations, dans l'allocution de Macron ou de Scholz, ce qui apparaît, c'est très clair, là, c'est ce qu'il faut faire. Et puis, il y a aussi apparu un autre élément, c'est que Macron a dit que, considérant le Grand Sud, là, tous les pays, 80% de la population ne participe pas aux sanctions.
Et là, il a dit, ça nous prend une stratégie pour aller récupérer ce monde-là. On va y venir un peu plus loin. Pour aller chercher ce monde-là, parce que ils ne sont pas de notre côté. Là. Ouais, la communauté internationale, elle commence à plus vouloir dire grand-chose. Hein? Ben, c'est ça. T'sais. Fait que ça, c'est un enjeu, parce que là, on est sur le basculement du monde avec ce thème-là. Tu comprends? Ah oui. Et là, et puis Macron, lui, sa position pour la négociation, parce que là, c'est sûr que Macron ou Schulz, il commence toujours à dire la Russie a perdu, blablabla. Bon, ça, c'est la part propagande. Mais la part réalité, c'est qu'ils veulent négocier et ils veulent la défaite de l'Ukraine, eux autres, l'Allemagne, la France. Oui. C'est ça qui sert leur intérêt. Et là, Macron, lui, il dit qu'il faut donner une chance à l'Ukraine d'améliorer sa position de négociation. Ça, c'est pour arriver à court terme à négocier. Et là, on voit qu'il est dans l'échéancier de la Rand Corporation, mettre fin à la longue guerre. Là. Et sa position est confirmée par le ministre des Affaires extérieures de la Hongrie. C'est lui qui le dit, là. Parce que lui, la Hongrie, la position de la Hongrie, c'est qu'il faut négocier maintenant. Tu comprends? Oui, bien sûr. Ça. Parce que ceux qui le suivent le moindrement et qui ne sont pas dans la fumée de la guerre, comme tu dis, le voient que ça risque d'être encore pire s'ils attendent. Oui, mais eux autres, ils s'accrochent à des espoirs, tu comprends? Ils s'accrochent à des espoirs, mais on comprend que la conférence sur la conférence de Munich sur la sécurité, on voit un peu le cadre le rapport de la RAN de 2021. Ah oui. Et la RAN liée au Pentagone, plus dans la réalité. Okay, c'est ça, puis tu nous as dit que c'est les néocons qui entourent Biden en ce moment, qui restent dans le délire, mais là, il y a de l'autre bord, ils comprennent. Hein? En Europe, ils le vivent directement, eux autres. Oui, eux autres, ils ont tout évalué ça, le Pentagone, pour dire, gars, il faut que ça finisse parce que là, on s'en va du côté perdant, là, parce que la capacité d'escalade, elle va aller en s'écartant, là. Tu comprends? Parce que la Russie n'a pas encore joué le carte. C'est ça. C'est ça. Toutes les forces, les mobilisations ne sont pas encore affectées sur les lignes de contact. C'est pas les 200 chars d'assaut Leclerc de la France qui va changer de quoi. Puis on apprend que l'usine de chars d'assaut n'est pas en marche en ce moment en France. Puis c'est pas partir une roulotte de patates frites, partir une usine de même. C'est ça. L'Allemagne a annoncé qu'elle va construire ou moderniser 3 usines d'armement en Hongrie. OK. Alors, le temps de construire les usines, mettre la machinerie, puis sortir un produit, on comprend qu'ils ne seront pas là pour l'été. OK? Ouais. Donc, il y a un autre interlocuteur qui a pris le micro à la conférence de sécurité de Munich, et c'est la Chine. Oh. Et là, ils ont assommé l'auditoire. Parce que, et ça rappelle que cette conférence de sécurité de Munich en 2007 avait reçu Poutine. Et que là, il avait dit c'est la fin du pouvoir hégémonique anglo-saxon, le globalisme. On s'en va vers un monde multipolaire. Tu vois? Là, c'est la Chine qui arrive. La Chine, discrète dans sa diplomatie, tu comprends, petit pas, soupir, etc. Mais là, non. Là, on est dans la vraie affaire. Premièrement, la Chine dit que le responsable de cette guerre-là, c'est les États-Unis. Et puis qu'elle, la Chine, va déposer un plan de paix et qu'elle appelle les Européens, écoute bien celle-là, à manifester son autonomie stratégique. Autrement dit, sa souveraineté.
C'est ce que tu surveilles, c'est ce qu'on surveille, nous, depuis le début, à savoir si on va retrouver ça là, en Europe. Oui, c'est ça. Et donc, ils ont un plan de paix que j'ai lu, mais qui va être présenté vendredi et qui ne porte pas sur spécifiquement l'Ukraine, mais sur le recadrer l'ensemble de la diplomatie mondiale sur les bases du souverainisme plutôt que du globalisme. Oui. Okay. C'est ça que tu disais, entre autres. Hein? C'est plus un débat gauche-droite. Ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment les globalistes versus les nationalistes. Et les Européens et les Américains, quand ils ont écouté l'allocution de la Chine, Wang Yi, OK? Et le plan va être présenté vendredi, probablement à Moscou, si le président Xi Jinping se rend à Moscou. Et parce que celui qui a fait le discours à la conférence de Munich, tout de suite après, il est parti pour Moscou. Et à Moscou, il a dit une chose, une petite phrase simple à comprendre, parce que la plupart des gens voient dans la Chine un jeu ambigu. Là, il a dit que le lien avec la Russie et la Chine est rock solid, solide comme le rock. Oh. Ah oui, et là, en prévision de ça, les Américains ont sorti une rumeur basée sur peut-être des rapports d'information qu'ils ont, des services de renseignement, ou peut-être que c'est juste du vent, mais ils disent que la Chine se prépare à fournir des armes à la Russie. Et donc, l'objectif de ça, d'accuser la Chine pour la mettre sur la défensive, c'est que c'est pour ternir un peu sa réputation ou atteindre à sa crédibilité, peu importe, et que ça, c'est en prévision parce que le plan de paix, la proposition de paix des Chinois va être amenée à l'Assemblée générale des Nations unies la semaine prochaine. Et donc, là, on est dans une opération où le Grand Sud va être témoin d'un match entre les États-Unis qui cherchent à faire condamner la Russie et la Chine qui emmène un plan de paix mondiale basé sur le cadre, la Charte des Nations unies, le respect de la souveraineté des États. Et, donc, oui, OK. Oui, continue. Et le respect du fait que chacun a le droit à sa sécurité. Et donc, l'argumentaire de la Russie du départ, dans le cas de l'Ukraine, l'avancement de l'OTAN sur ses frontières, etc. Et là, on voit que la Chine se réservait le grand jeu et ne pouvait pas intervenir avant pour faire du picossage diplomatique. Là, c'est le grand jeu. Ça va jouer à l'Assemblée générale des Nations unies. Et là, on est sur l'Eurasie qui tire le tapis du leadership diplomatique des pieds des Américains. Hey, c'est très intéressant ce que tu nous dis, Jean-Claude, parce qu'on a essayé de nous faire croire cette semaine que la visite de Biden à Kiev était un moment historique. Je crois que ce plan de paix-là, lui, est effectivement, il va être un moment décisif là-dedans. Là. On commence à travailler l'opinion publique mondiale du côté des Chinois. Là. C'est très intéressant ce que tu notes là. Exactement ça. Donc, là, la situation, elle est, on voit que l'Assemblée générale des Nations unies, s'il y a des votes sur proposition, le monde multipolaire ou le monde unipolaire anglo-saxon, tu vois le basculement du monde là, au point de vue diplomatique? C'est très clair. C'est ça aussi, c'est majeur à ce niveau-là aussi. Toutes ces informations-là sont du domaine public et je ne comprends pas qu'on ne voit pas apparaître des analyses qui
en tout cas, cherchent à comprendre cette dynamique-là. On dirait qu'ils sont en retard sur ce qui vient, alors que tout ça est annoncé. Bref, c'est sur Brochu en direct qu'on l'apprend, bien sûr. On l'apprend. Ça se peut pas parce que toi, tu es un travailleur du bâtiment, puis moi, je suis un gérant d'estrade en géopolitique. Alors, donc, continuons parce que tu as parlé de la visite dans ce développement-là, tu comprends? Dans cette dynamique-là. Ah, puis on comprend bien, Jean-Claude, qu'on essaye de diaboliser la Chine parce que si on le sait, si tu le sais, c'est parce que les autres le savent. Et un des champs de bataille qui sont encore forts, les anglo-saxons, c'est dans le domaine des communications. Et avant que ça arrive, là, on prépare l'opinion publique pour essayer de saboter cette manœuvre-là. Oui, ça fait partie du jeu, là, mais c'est parce que le monde, ils prennent au premier degré alors qu'ils ne voient pas la stratégie qui est en cours, tu comprends? On dirait, bon, écoute, alors, je ne peux rien y faire, OK? Je ne peux rien y faire. Nous, on fait un effort pour essayer de comprendre les stratégies des acteurs politiques et des acteurs étatiques là-dedans. Et puis, qu'est-ce qui joue? C'est le basculement du monde, là. C'est l'hypothèse de travail que j'avais quand j'ai publié le texte l'année passée, le 24 février 2022, sur vigile.québec. C'est ça. Le basculement. Jean-Claude, c'est pas de ta faute que tu es le premier analyste francophone à avoir parlé du rapport de la RAND Corporation et de l'analyser. On a vu arriver ça par la suite, 2-3 semaines plus tard. Et là, dans ton analyse là, de la sortie de la Chine dans les prochains jours, c'est exclusif à Radio Infocité, Jean-Claude. Merci de nous éclairer. Et donc, pour revenir à la conférence et Dominique sur la sécurité et pour en sortir, pour aller vers la visite de Biden en Pologne, là, à la fin, il y a eu Zelensky qui a fait son apparition et Zelensky, il nous faut vaincre. Tu comprends? C'est un cri de désespoir. OK? Il voit bien que trop peu, trop tard pour l'aide militaire. Et puis donc, où est la suite? Tu comprends? Il est désespéré. Et c'est un homme qui a, à 2 reprises différentes, tenté d'entraîner l'OTAN dans le conflit direct avec la Russie, avec l'histoire des missiles tombés en Pologne, puis un autre passé sur la Moldavie. Là. OK, donc c'est ça. Et puis, en plus, il y a des gens dans le département d'État américain qui lui ont fait savoir que l'aide militaire américaine a ses limites. Parce qu'il y en a qui veulent le forcer à négocier dans le cadre du rapport de la RAND Corporation de janvier, où ils disent il faut éviter de longues guerres. Bien, si tu veux éviter une longue guerre, regarde, il va falloir que ça négocie à un moment donné. Et donc, voilà. Donc, Zelensky est là désespéré. Et là, on prend que la RAND puis le Pentagone, c'est mon hypothèse, OK? Sont en train de cadrer l'affaire pour amener l'autre à négocier, pour finir avec ça, parce qu'il faut faut pas s'en aller sur une longue guerre. C'est le rapport. Et ce rapport-là, il est lu par tout le monde qui compte dans les processus décisionnels au niveau des affaires d'État ou des affaires militaires ou de la CIA. Ah oui. On comprend? Oui. C'est pas comme nous autres là, qu'on parle. OK? C'est pas pareil. OK? Donc, Zelensky est coincé de même par le rapport de la RAND puis le cadrage de la dynamique politique que ça fait, puis qu'on voit un peu les effets. Et puis là, ils s'en retournent chez eux. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une fracture entre les néocons et le Pentagone. Tu l'avais fait remarquer dans une capsule, toi. Tu te dis, il y a une fracture, là. Tu comprends? Les néocons veulent aller jusqu'au bout, puis le Pentagone, il disait, il faut qu'il négocie, puis regarde, il n'y a pas de suite à ça. Là. Il ne va pas reprendre le territoire, là. C'est de la fantaisie, puis aller plus loin que ça. Bon, la RAND
devient la voix politique du Pentagone et dit, hey, c'est pas les intérêts des Américains de poursuivre. Bon, voilà. Et donc, mais là, les néocons, eux autres, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Tu comprends? Ben oui, puis c'est la seule poignée qui reste à Zelensky là, pour s'en sortir. Puis on voit que ça. Ah oui. Exactement, exactement. Et donc, là, c'est ce qui amène Biden en Pologne et à Kiev. Biden, le néocon, avec sa clique de néocons, qui ne veulent pas en finir, qui veulent que ça aille plus loin, il a été à Kiev pour dire que l'OTAN n'a jamais été aussi unie. Alors qu'au mois de décembre, il disait « est au bord du break-up ». Ah oui. OK? On comprend que c'est toute de la rhétorique, tu sais. Et puis, qui est arrivé là avec de l'aide, mais c'est insignifiant finalement que ce qui a emmené. OK? Mais, ils ont une autre carte. Et parce que en Pologne, à Kiev, mais il ne va pas juste là, il va rencontrer les 9 États autour, les pays baltes, les plus russophobe, ouais. Les plus russophobes, les plus volontaires pour aller jusqu'au bout dans cette guerre-là. Okay? Et comment peuvent-ils le faire? Comment? Tout simplement parce qu'ils savent que sur le théâtre des opérations militaires en Ukraine, c'est joué, là. Tu sais, l'aide militaire ne va pas arriver à temps, pas suffisante pour renverser la tendance lourde que la guerre d'attrition que mène la Russie. Bon, OK. Fait que le plan, on peut le deviner, c'est d'élargir le conflit. Et donc, d'élargir le conflit à des États qui ne sont pas membres de l'OTAN. Mais comme il y a eu la rencontre pour dire l'article 5, on va agir en dehors de l'article 5, on se prépare à agir les membres de l'OTAN en dehors de l'article 5, à ce moment-là, ils pourraient agir dans un pays, entre autres, comme la Moldavie. Et ils ont des bonnes raisons. Ils pourraient agir aussi en Biélorussie. Il y a eu dernièrement des appels de l'ambassade du Canada et de la France pour que les ressortissants de ces pays-là sortent de la Biélorussie à cause de risques. Donc, en Biélorussie, il pourrait y avoir un conflit qui serait déclenché par les Polonais, peu importe, attaque sur faux drapeau, mais la cible principale, je pense, c'est la Moldavie. La Moldavie, c'est un petit pays qui est coincé entre la Roumanie et l'Ukraine. Et du côté de l'Ukraine, il y a une longue bande qui est occupée par des russophones. Et là, il y a des dépôts d'armes qui datent de l'époque soviétique, énormes. Or, l'Ukraine, l'armée ukrainienne manque de munitions. C'est-tu tentant? Il y a, pour protéger cette zone-là, 1500 soldats russes. C'est tentant, là. Bien sûr. En préparation, il y a eu un changement de garde politique en Moldavie. La première ministre, elle s'est faite démissionner. La présidente qui est là présentement, c'est une ex de la Banque mondiale. OK? Sandu, celle qui a démissionné, Gravideta. OK, donc, il y a ça. Et là, dans sa rencontre, Biden, il rencontre ces 9 pays-là. Et là, il y a des conversations qui vont demeurer secrètes sur le thème de répondre à une demande de la présidente de la Moldavie, à savoir, on veut récupérer l'intégrité du territoire, on veut chasser les soldats russes de Moldavie qui protègent les dépôts d'armes et on veut l'aide des
de l'OTAN. La Moldavie n'est pas membre de l'OTAN. Et tu comprends pourquoi l'article 5, l'action va s'étendre en dehors de l'article 5. Fait que tout ça se tient. Alors donc, ce qu'on peut prévoir, c'est que il va y avoir quelque chose autour de la Moldavie et pour étendre le conflit, parce que pour les Russes, c'est très difficile au point de vue de terrain, parce qu'ils n'ont pas un lien direct terrestre avec la Moldavie sur la population russophone, et ils ont juste 1500 soldats, là. Tu comprends? Oui. Et même s'il en est arrivé dernièrement, mais c'est ça, c'est pas suffisant, puis c'est en bordure, ils sont comme coincés entre les... Ben oui, parce que, oui, puis ils sont dans une plaine, OK? Alors donc, c'est très critique, cette situation-là. Les néocons sont prêts à aller jusqu'au bout. Un des pays qui participe dans le groupe des 9 avec la rencontre à Biden, lui, il dit, grosso modo, il faut détruire la Russie. Tu comprends? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Lui, ils sont volontaires, là, sont volontaires. Là, OK? Et là, c'est cet élargissement-là qui est très dangereuse. Et pour revenir à notre titre de notre capsule, c'est les néocons vont-ils pousser l'OTAN à l'éclatement? C'est que la France, l'Allemagne, sont-ils intéressés à ce scénario-là? Non, tu me l'as dit, un de ceux qui a hâte que ça finisse, c'est les Ben oui, c'est ça. Alors donc, comment ils vont réagir à ça? Parce que l'idée là-dedans, c'est de provoquer une action, soit un coup d'État. T'as entendu dernièrement les médias occidentaux parler de les Russes menacent de faire un coup d'État en Moldavie? Oui, on prépare l'opinion encore. On prépare l'opinion à un faux coup d'État qui là amènerait un renforcement des forces peut-être roumaines en Moldavie pour prévenir une autre tentative de coup d'État, etc. Puis là, ils pousseraient leur chance jusqu'à la Transnistrie pour dégager les russophones de là. Tu comprends? Oui, ça ne tient pas. Ouais. C'est proche. Ça, c'est proche. Là. OK? Ça peut arriver dans les... Et là, mais je ne pense pas que cette action-là soit déclenchée avant l'Assemblée générale des Nations unies. Parce que là, le monde serait témoin de... Tu comprends? Et là, il y aurait à voter sur deux visions du monde. Et puis, il y en a une qui leur éclaterait d'en face, là, les globalistes. OK? Bon. Et puis, ça risquerait de basculer, disons. Alors donc, c'est possible que ça arrive après cette Assemblée générale-là. Et puis, mais ce n'est pas exclu. C'est pourquoi Lavrov, il disait, il y a 2-3 semaines, ils sont en train de cuisiner quelque chose pour la Moldavie. La Moldavie qui serait entraînée dans la tragédie au nom des intérêts des globalistes anglo-saxons, finalement, les néocons. Les néocons qui vont pousser leur chance jusqu'à faire éclater l'OTAN. Il y aurait peut-être comme deux OTAN, là, ou plus d'OTAN, parce qu'à partir du moment où l'article 5 qui scelle la capacité des membres de l'OTAN d'avoir une voix, c'est-à-dire qu'il y a un droit de veto, là. OK? Il y a un droit de veto pour les membres de l'OTAN, comme la Turquie qui bloque l'entrée de la Suède. Tu comprends? C'est un droit de veto. Mais là, à partir du moment où l'OTAN va agir en dehors de l'article 5, le droit de veto, il n'existe plus, là. OK? Et là, donc, toutes ces forces-là seraient entraînées dans un conflit plus large. Et puis là, toutes les alliances vont sauter à ce moment-là, Jean-Claude, parce que là, il y en a qui ne seront pas d'accord et là, on risque d'assister à vraiment une montée en tension puis sur le territoire. Là. Ça va déborder, ça semble être clair. Là. Ben oui, si on revient au point de presse de Biden, 21 décembre, où il dit l'OTAN était au bord du break-up.
la rupture, à cause, on comprend que c'était les Allemands, la France qui veut négocier, mais qui fait de la rhétorique guerrière. Tu comprends? Si eux autres, ils décident qu'ils font un pas de côté, on a parlé, là, ce que disait Emmanuel Todd, il dit, si un joueur majeur en Europe fait un pas de côté, l'OTAN s'effondre. Puis là, tu as les néocons avec les gangs de vote en guerre dans les pays baltes, et c'est là qu'on serait. Comprends? Et c'est exactement l'objectif de Poutine depuis le début de faire éclater l'OTAN. En jouant les capacités d'escalade comparées. Et donc, on est là. C'est quand on avait fait la capsule au début de l'année de tous les dangers, on monte en intensité, là, en gravité, et puis la seule sortie de ça, c'est l'éclatement de l'OTAN. Et ça revient au texte du début, Jean-Claude. Tout cela était prévisible et évitable. Il suffisait de reconnaître les intérêts des partis. Hein, tu me l'avais dit, avant les fêtes, les Russes avaient mis 2 lignes rouges qu'on n'a même pas tenu compte du côté des Américains. On provoquait depuis 2014. Et là, on apprend quelques jours avant, le 24 février, l'intervention possible de l'armée ukrainienne au Donbass pour régler une fois pour toutes la cause russe là-bas. Et ce qui a obligé Poutine à intervenir. Et depuis ce temps-là, on surveille le basculement du monde. Et là, je pense qu'on va en avoir pour notre argent dans les prochaines semaines. Oui, c'est ça. À l'Assemblée générale, il y a aussi le fait que, juste pour te dire la gravité, c'est qu'il y avait des armes biologiques en Ukraine. Il y avait 30 laboratoires. Ça a été reconnu par Newland, qui était interrogé au Sénat par Rubio. Et puis, et que naturellement, on voit où ce qu'ils veulent aller. Et puis, quand le capitaine Place évoque cette possibilité-là, c'est pas de la théorie du complot, là. Non, on en a déjà des preuves réelles. Okay? Ouais. Non, mais gars, c'est là qu'on est. Alors donc, on va se donner rendez-vous pour après l'Assemblée générale des Nations unies pour voir comment ça s'est développé. Mais au moins, ceux qui nous écoutent, ils vont au moins savoir sur quoi tient cette Assemblée générale-là, puis qu'est-ce qui se joue là. Hey, merci Jean-Claude encore une fois de partager tes recherches avec nous. Puis c'est toujours éclairant ce que tu nous offres. Franchement, merci. Puis on se revoit effectivement après la rencontre de l'ONU. OK. Salut tout le monde. Bye. Merci. Alors, c'était Jean-Claude Pomerleau en direct de Montréal. Merci tout le monde. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.